Voyons désormais la responsabilité du fait des choses. La responsabilité du fait des choses, on va l'engager sur l'article 1242 alinéa 1 du Code civil qui prévoit une responsabilité générale du fait des choses. Tout d'abord, en commençant notre cas pratique, on va rappeler la Régendeur de 1930 qui nous rappelle que finalement, on n'a pas besoin d'une faute pour pouvoir engager la responsabilité du fait des choses. Pour ça, simplement, le fait d'une chose suffit. Donc, dans notre cas pratique, on va rappeler que déjà, il y a une chose dans le dommage, dans l'affaire en question, pour engager justement la responsabilité. La chose, elle peut être du coup meuble ou immeuble. Ça va nous servir notamment dans le cadre du fait des ruines, quand on ne peut pas engager la ruine et qu'on ne pourra simplement engager qu'une toute petite partie de l'immeuble. Ensuite, on va aller sur le fait de la chose dans la survenance du dommage. C'est justement du coup ce caractère de l'absence d'une faute, il n'y a pas besoin de faute, simplement la survenance d'une chose dans le dommage. Donc il faut un rôle actif. Si la chose elle est en mouvement, il y a une présomption de ce rôle actif. Et si elle est inerte, c'est tout de même possible justement de parler de ce caractère du fait de la chose dans la survenance du dommage. Pour ça, il y a quelques éléments, soit une position anormale peut être prouvée, soit un état anormal ou un comportement anormal. Donc pour ça, ça va notamment être le caractère des objets électroniques, notamment, comme il y a eu tout un tas d'arrêts sur les téléviseurs à l'époque à tube cathodique, qui étaient très dangereux. Ensuite, on aura besoin d'un gardien, donc pour aller chercher la responsabilité d'une personne. Ça va être la jurisprudence Franck, qui va nous préciser justement l'usage, la direction et le contrôle, qui sont 3 caractères nécessaires à l'invocation de cette responsabilité. Important, il faut toujours prouver le gardien. Au niveau du transfert de garde, il sera toujours nécessaire de préciser ce transfert dans votre cas pratique pour invoquer la responsabilité d'une tierce personne et ne pas oublier la jurisprudence Gabillet. Le gardien, ça peut être un enfant, ce n'est pas parce qu'on est enfant qu'on n'est pas responsable de ses faits et gestes. Et puis enfin le dommage. Le dommage, c'est le classique, alors cette fois-ci pas de faute, mais le dommage puis le lien de causalité. Enfin, au niveau des exonérations, on pourra aller sur la force majeure ou le fait du tiers. Ça, on les a déjà vus, notamment dans le fait personnel, je reviendrai donc pas dessus. Vu qu'on a parlé du fait des ruines, je vais donc expliquer rapidement le fait des ruines. Ça, on va aller sur l'article 1244 du Code civil. Pour ça, il nous faudra un bâtiment pour invoquer cette responsabilité. Il nous faudra une ruine, et c'est là où est-ce que justement je parlais du fait des choses, car la jurisprudence du 22 octobre 2009, elle nous précise que justement, la ruine, il faut que ce soit tout de même un élément important du bâtiment. Si c'est simplement une pierre ou une tuile qui chute, on n'ira pas sur le fait des ruines, mais on ira plutôt sur le fait des choses. Un défaut d'entretien ou un vice de construction, on est sur le principe du fait des ruines. Par conséquent, si un bâtiment n'a aucun problème, ce sera compliqué d'invoquer le fait d'une ruine, puisque justement, ce qu'on va reprocher ici, c'est la responsabilité du propriétaire pour le manque d'entretien de son bâtiment. Et enfin, le fait dommageable. On considérera justement la faute dans le défaut d'entretien ou la vice de construction. Et le fait dommageable, lui, ce sera du coup le dommage et le lien de causalité entre la ruine et le dommage. Pour terminer, je vais aller sur le dernier cas, celui du fait des produits défectueux, qui se différencie du fait des choses. Pour aller sur le fait des produits défectueux, du coup, on sera généralement sur le consommateur, donc du coup, il y aura une attente qui sera différente du fait des choses. Pour commencer, on ira sur le produit, donc qui sera défini à l'article 1245-2 du Code civil. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des articles, car ils sont plutôt bien définis et assez faciles à comprendre dans le Code civil. Le fait d'un produit, donc ici, il va généralement falloir aller sur le défaut. Donc le défaut, il peut être interne ou externe. Ici, on a quelques cas, donc la composition du produit, on nous donnait comme exemple, justement, dans le défaut interne, par exemple, c'est que si on a un produit pharmaceutique, le défaut interne, ce sera justement sa composition, s'il y a un produit qui nous empoisonne, par exemple. Alors que le défaut externe, on nous donnait par exemple l'étiquette. Si on vous donne un médicament et qu'il manque les effets secondaires sur le médicament, sur l'étiquette du médicament, on ira sur le défaut externe. Ensuite, il faut que le produit ait été mis en circulation. La commercialisation du produit, c'est le moment où est-ce qu'il est diffusé officiellement.
On n'ira donc pas sur les produits qui ont été testés par des bêta-testeurs, ou alors sur des produits qui sont sortis d'usine sous le manteau. Le responsable, du coup, ce sera généralement le producteur, le fabricant. Mais l'article 1245-6 nous précise aussi qu'il y a une possibilité de se retourner contre le vendeur ou le loueur. Important à noter aussi, ou celui qui impose sa marque. Celui qui impose sa marque, c'est par exemple la personne qui fait importer un produit de Chine, une caméra par exemple, et qui impose sa marque dessus sur le commerce européen. Ça arrive très souvent ce genre de cas, et c'est plutôt pratique, notamment contre les produits issus du dropshipping ou ce genre de choses, qui peuvent être de produits de mauvaise qualité, et pour lesquels ce serait plutôt compliqué d'aller chercher des responsables en Chine. On ira chercher un responsable sur le commerce européen, qui lui aura plus de facilité à engager sa responsabilité sur les tribunaux européens. Ensuite, il nous faut un dommage. C'est essentiel à toutes nos responsabilités. Le dommage, ça va être le même que pour les autres. On continue dans la logique, on va chercher notre lien de causalité, l'article 1245-8. Petite nuance ici sur lien de causalité, le lien de causalité, il peut être produit par la concordance des faits. En effet, c'est compliqué de prouver la responsabilité du fait d'un produit défectueux, alors parfois, on va pouvoir aller sur une concordance, donc on nous parle d'un caractère grave et précis, mais si par exemple vous avez un produit notamment utilisé dans l'agroalimentaire, tels que les produits Monsanto, et qu'on se rend compte que sur une même région, on avait utilisé des produits phytosanitaires qui avaient pour objectif notamment d'utiliser des pesticides, et qu'on retrouve des enfants qui sont nés avec des malformations, qu'on en retrouve plusieurs à des niveaux plutôt élevés statistiquement, alors on pourra admettre que oui, il y a eu une concordance grave et précise, et donc dire qu'il y a un lien de causalité entre ces enfants, même si c'est difficile de le prouver. Ensuite, on a le délai pour agir, ça ce sera l'un des moyens d'exonération, 1245-15 et 1245-16. À partir de la mise en circulation du produit, 10 ans, et à la connaissance du dommage, 3 ans. Ça, c'est des délais de prescription. Et enfin, les causes d'exonération plus générales, on en retrouve 5 qui sont définies aux articles 1245-10.